Bonjour à tous. Nous allons écouter un débat autour de la génération flottante, l'art japonais pendant l'ère des Ei, 1989-2019, qui correspond donc au règne de l'empereur Akihito. Nous allons écouter Clélia Zernig, docteur en philosophie de l'art. Vous êtes professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et membre de la Société française des études japonaises. Vous avez notamment effectué un post-doctorat à l'Université de Tokyo sur l'art après Fukushima. Fumihiko Sumimoto, vous êtes commissaire d'exposition et directeur du musée d'art contemporain Art Meibashi depuis 2013, ainsi que professeur à l'Université des arts de Tokyo. Hanako Murakami, vous êtes artiste, vous avez notamment exposé en France, à la Maison de la Culture du Japon ou encore aux rencontres de la photographie d'Arles. Vous avez reçu le prix Louis Roederer en 2019. Vous travaillez notamment sur les techniques des médias historiques comme la photographie ou la typographie. Vous vivez et travaillez à Paris. Tadashi Kawamata, vous êtes artiste plasticien et constructeur, originaire de l'île d'Hokkaido. Vous avez réalisé des œuvres in situ qui travaillent sur l'espace, les formes architecturales et le paysage. Vous avez été professeur à l'Université des Arts de Tokyo et depuis 2007, professeur aux Beaux-Arts de Paris. Enfin, Tetsuya Ozaki, vous êtes chercheur au Kyoto Performing Arts Center à l'Université d'Art et de Design de Kyoto. Et il a été rédacteur en chef et éditeur du magazine culturel Real Kyoto. Avant cela, vous avez été rédacteur en chef du magazine Real Tokyo. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici au Festival de l'Histoire de l'Art de Fontainebleau. Alors, on va aujourd'hui parler de l'art contemporain japonais très contemporain. Donc, il s'agit des dernières années de la production des artistes japonais. Et quand on a commencé à réfléchir à cette table ronde, on s'est demandé tous les 5 comment on pouvait aborder ce flux continu de création artistique. Et on a tout de suite pensé à la manière dont les Japonais pensent leur histoire, c'est-à-dire en associant au calendrier occidental numérique leur propre calendrier qui correspond aux ères impériales. Et le philosophe contemporain Karatani Kojin, dans son ouvrage Histoire et répétition, a montré combien l'écart entre ce calendrier occidental et le calendrier japonais introduisait des phénomènes de hiatus, d'écart et de parallaxe qui précisément constituaient toute la spécificité de la manière de penser l'histoire au Japon. Donc aujourd'hui, on va parler de la dernière ère, enfin l'avant-dernière ère impériale japonaise, donc l'ère Heisei. Nous sommes maintenant depuis 2 ans, depuis 2019, dans l'ère Reiwa. Et quand on a voulu, toujours pour essayer d'introduire à notre sujet de table ronde d'aujourd'hui, quand on a essayé de caractériser la production artistique pendant l'ère Heisei, on a pensé tout de suite à cette terminologie génération flottante qui correspond notamment à un numéro d'Artit de 2008 dont nous parlera Monsieur Ozaki. Alors, qu'est-ce qu'on entend par génération flottante ? C'est un peu une notion tiroir. C'est un exercice un peu compliqué que d'essayer de caractériser avec aussi peu de recul l'histoire que nous traversons. Tout d'abord, alors il y a plusieurs références, si vous voulez, derrière cette appellation. Tout d'abord, la génération flottante renvoie évidemment au terme de monde flottant de l'ukiyo-e. Voilà, alors aujourd'hui, on a toujours cette imagerie de l'ukiyo-e qui revient. Donc ce monde flottant qui était caractérisé par Asahi Ryohei comme, alors je vous cite, vivre seulement pour l'instant, contempler les fleurs de cerisier, les feuilles d'automne, j'arrive pas à me relire, boire du vin, écouter des chansons, se laisser porter par le courant de la vie, comme la gourde flotte au fil de l'eau. Donc c'est une sorte comme ça de monde flottant où on est entre la réalité et le rêve, et on va essayer de se demander si on renoue pas justement avec cette flottaison qui caractérisait les kiyo-e. La deuxième manière de comprendre ce terme, c'est en référence avec ce qu'on appelle le milieu propre du Japon, le Fudo, tel que l'a caractérisé le philosophe Watsuji.
Et ce fudo, il est caractérisé par la surprésence, l'importante présence de l'eau, du milieu aqueux. Et effectivement, des villes comme celle de Tokyo sont parcourues de flux, de fleuves, de ruisseaux, de ruissellement, mais aussi de flux autres comme les transports qui sont aussi un flux, ou encore les flux numériques du web, etc. Et donc, ce qui crée un monde qui se caractérise par sa vitesse, sa mobilité, son flux, ses flux. La troisième manière de caractériser, de comprendre cette génération flottante, c'est d'évoquer la géologie du Japon, donc sa manière d'être victime de manière récurrente de tremblements de terre et de catastrophes naturelles. Et si on en suit les leçons de l'historien d'art Noe Sawaragi, qui a réécrit toute l'histoire de l'art en s'appuyant sur cette spécificité géologique, l'histoire de l'art japonaise ne peut se comprendre qu'en référence avec ce monde perpétuellement tremblant. Donc génération flottante, c'est aussi une génération tremblante, marquée par des tremblements de terre. Pour le noter peut-être très brièvement, la période avant celle de Heisei a été relativement calme en termes de sismologie, alors que la période Heisei est assez tremblante. Le quatrième point la quatrième manière d'entendre cette génération flottante, ça serait de dire qu'il s'agit d'une génération à la dérive qui a perdu ses repères économiques, politiques, qui est parfois politisée, parfois pas trop, qui a subi l'éclatement de la bulle, notamment. Et puis, enfin, par génération flottante, c'est aussi une manière d'indiquer qu'il est assez difficile de caractériser de manière unanime ou uniforme cette génération, et qu'on est plutôt face à des courants multiples. Alors parfois on a des électrons libres, parfois on a des courants plus visibles comme le superflat ou par exemple. Et donc c'est une manière un petit peu transitoire de comprendre cette génération tout en lui laissant encore sa possibilité d'évoluer au cours du temps. Je voudrais remercier tout particulièrement les différents membres de cette table ronde qui sont à la fois avec nous et à la Villa Kujoyama. Les remercier dans tout le travail de préparation, puisque, alors pour certains chanceux qui ont réussi à avoir notre timeline entre les mains, il y a eu un gros travail de préparation en amont pour essayer précisément de comprendre cette génération flottante, d'essayer d'en comprendre la couleur, les tensions, les points forts. Et donc j'aimerais vraiment remercier nos intervenants, ce qui prouve qu'il y a quelque chose à penser, sans doute, dans cette génération, qu'il y a une nécessité aujourd'hui de comprendre et de réfléchir la période que nous avons traversée. Je vais maintenant donner la parole à notre premier intervenant, donc M. Sumitomo, qui est professeur aux Beaux-Arts de Tokyo, et qui va nous parler de la première partie de l'ère Heisei. Merci. Bonjour. Pour commencer, alors je pense que tous ceux qui nous écoutent du Japon ne connaissent pas très bien ce festival. Lorsque nous avons été invités, nous avons entendu parler de ce festival de l'histoire de l'art. Et voilà, je dois vous avouer que je ne connaissais pas ce festival. En temps normal, ce sont des sujets qui sont discutés entre spécialistes, entre universitaires. Donc d'organiser un festival ayant pour thème l'histoire de l'art, c'était quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Merci beaucoup pour votre invitation, Clélia. Alors je vais vous parler pour ma part des 30 années de l'art contemporain au Japon. Alors il s'est passé beaucoup de choses en 30 ans, donc nous avons partagé cette tâche avec
un autre intervenant. Pour ma part, je vais vous parler de l'art au Japon de 1989 à 2005, vous dire ce qui s'est passé dans le monde de l'art au Japon durant cette période. Donc 89 à 2005 correspond plus ou moins à l'époque où j'étais étudiant, c'est-à-dire que j'étudiais l'art et j'ai commencé en tant que commissaire durant cette période. Donc je pourrais dire que c'est une période qui a vraiment fait ce que je suis aujourd'hui. Donc Clélia, tout à l'heure, vous avez parlé de cette frise que vous avez créée à l'occasion, vous avez montré cette frise. Et il est vrai qu'en travaillant sur cette frise chronologique, je me suis rappelé de ces années, de ces 20 ans, 25 ans qui ont réellement marqué mon identité d'aujourd'hui. Donc ça a été vraiment un travail préparatoire très intéressant pour moi-même. Alors vous avez présenté l'ère de Showa et de Heisei. Ce sont une façon de parler de l'histoire très particulière au Japon. C'est un calendrier japonais propre. Alors c'est l'époque où on a vu la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide dans le monde. Donc 1989, c'est une année particulière pour le monde entier. Pour le Japon également, il s'agissait de changer d'ère, de passer de Showa à Heisei. En particulier, l'ère de Showa était marquée au Japon par son impérialisme, par les guerres et puis par la modernisation, l'industrialisation de la société. Donc, cette date de 1989 est une date qui a marqué la fin de Showa, le début de Heisei. Et en regardant cette année particulière, on peut réfléchir sur ce qui relie ces deux époques au Japon. Quel type de transition le Japon a connu à travers cette année si particulière. Alors, je ne peux pas vous donner en détail les explications de la chronologie, mais M. Ozaki vous parlera de cette génération flottante. Donc, j'aimerais évoquer quelques sujets qui pourraient être en lien, qui pourraient servir d'introduction à ce sujet qu'est la génération flottante. Tout d'abord, comment est-ce que l'art japonais a été présenté à l'étranger après-guerre? Le son coupe beaucoup, l'interprète s'excuse, a du mal à entendre le japonais. Alors, en 1989, une exposition a été organisée au Japon, très particulière, avec des artistes tels que Tatsuo Kawaguchi, On Kawara, Tatsuo Miyajima et Hiroshi Teshigahara. Mais en fait, en 1986, donc 3 ans avant, le Japon d'avant-garde avait été présenté au Centre Pompidou. Donc, il s'agissait d'une exposition qui s'intitulait « Le Japon des avant-gardes, 1910 à 1970 ». Ici, on présentait les artistes par leur caractère avant-gardiste et par leur transversalité des domaines. Donc, ça a été une exposition tout à fait nouvelle, en particulier sur un modernisme non centré sur l'Occident. Donc, c'est un point de vue totalement nouveau qui a été apporté lors de cette exposition organisée au Centre Pompidou. 3 ans après, donc c'est en 1989 qu'a été organisée l'exposition Magicien de la Terre au Centre Pompidou. Et ici a donc été présenté des artistes japonais d'après-guerre et dans Primal Spirit et Against Nature, dans 2 galeries différentes, dans deux expositions différentes, les artistes japonais d'après-guerre ont été présentés. Donc, il y avait d'un côté une présentation qui mettait en lumière le contraste entre la nature et l'artificiel, mais il s'agissait là d'expositions qui ciblaient le public américain. C'était une exposition qui a été itinérante aux États-Unis, donc qui avait pour but d'être présentée aux États-Unis. Donc, le sujet qui réunissait ces œuvres, c'était le postmodernisme artificiel, la nature, l'écologie. Donc finalement, c'était une vision qui préexistait déjà ici. Et il y avait une tentative de relativisme culturel qui avait été organisée à travers ces expositions. Donc vis-à-vis du public américain, il y a également eu une exposition en 1994
avec Alexandra Monroe, qui a été commissaire invitée pour organiser l'exposition L'art japonais après 1945. Un autre événement important à cette époque, en 1995, lors de la Biennale de Venise, l'exposition Transculture a été organisée. Il y a des artistes tels que Yayoi Kusama, Miyajima Tatsuo, Lee Yu-fan, Senju Hiroshi qui ont été présentés. Et ce sont des artistes qui se distinguent par leur tendance multiculturaliste. Et ce sont donc ces figures qui ont été présentées du fait de ce caractéristique à l'étranger. Et finalement, cette tendance a été poursuivie par Takashi Murakami, qui a adopté cette tendance comme une stratégie afin d'obtenir une reconnaissance internationale. Alors, je ne sais pas si vous voyez les diapositives côté français. Est-ce que vous voyez les diapositives? Vous voyez la salle de Chicago de l'exposition Primal Spirit. Monsieur Kawamata, que vous voyez en face de vous, a participé également à cette exposition. Donc, comment a été perçu, présenté l'art japonais d'après-guerre? C'était le premier point. Deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est le développement économique du Japon. Jusqu'au début des années 90, le Japon était encore dans une sorte de bulle économique qui apportait beaucoup de dynamisme dans les activités économiques. Et dans ce contexte, de très nombreux salons, foires d'art ont été organisés. Le nombre de galeries d'art s'est multiplié. Koyanagi, Wako, etc. Tous ces artistes sont apparus donc au travers de ces salons et de ces galeries qui sont multipliées à cette époque. Et puis, la culture urbaine et la subculture, la sous-culture, a vraiment fait naître une nouvelle génération d'artistes. Le centre de recherche Röntgen a ouvert ses portes, par exemple, avec des expositions très intéressantes qui ont eu lieu dans ce centre. Et les artistes se sont intéressés aux quartiers des grandes villes, de Ginza, par exemple. Je donne l'exemple de l'exposition The Gimbu Art dans le quartier de Ginza. Il y a eu des performances qui ont eu lieu. Donc, des lieux alternatifs ont ouvert à cette époque qui rassemblaient donc les œuvres des artistes. Je remonte un peu dans le temps. En 1983, il y a un espace d'exposition de Sagacho qui a ouvert. Et puis, également, un peu plus tard, le groupe d'artistes P3 Art and Environment qui a commencé ses activités. Là, vous voyez l'exemple d'une exposition de ce groupe d'artistes P3 Art and Environment. Alors, le concept de P3, c'était de présenter des artistes qui n'étaient pas présentés dans les galeries ou musées traditionnels, classiques. S'agissant de l'exposition, le centre d'exposition de Sagacho, M. Koike, il a mis en avant des œuvres en rapport avec la mode, etc. Alors que pour les personnes qui ont travaillé dans le projet P3, ils étaient aussi très impliqués dans l'urbanisme. Donc, on a vraiment élargi le champ de l'art à travers ces différentes galeries, ces différents centres d'exposition. Il y a également des projets d'envergure d'urbanisation à travers l'art contemporain à l'époque, notamment avec le Phare Tachikawa et le Shinjuku Island. C'est Fram Kitagawa et M. Nanjo qui ont été à la charge de la création de ces lieux, qui présentaient également un art alternatif. Donc tout cela s'est fait dans une expansion économique très énergique. En 1995, tout cela va changer de cours avec le séisme à Kobe, ainsi que l'attaque au gaz sarin dans le métro de la secte Aum, l'éclatement de la bulle suivi d'une crise économique. Donc il y a eu ces actes terroristes de la part des sectes, une difficulté économique, une récession, des catastrophes naturelles, tout cela qui s'est abattu sur le Japon en cette année 1995. Concrètement, à quoi cela a conduit? On était dans la récession, donc les budgets culturels ont été rationalisés. Et parallèlement à cela, il y a beaucoup d'associations qui ont été montées, surtout dans la région du Kansai, dans l'ouest du Japon,
pour répondre à ce contexte, ce qui a permis de créer des liens réels entre les communautés locales et l'art. C'est une particularité des années 90 au Japon. J'aurais dû vous montrer cette diapositive tout à l'heure. C'était un exemple du centre de recherche de Röntgen, avec une œuvre de Takashi Murakami qui avait été exposée un peu. Alors c'est très différent de ce qu'il fait plutôt dans le style pop art aujourd'hui. Voici une œuvre qu'il avait présentée à l'époque dans ce centre, une des œuvres marquantes de ses débuts en tant qu'artiste. Donc pardon de remonter dans le temps. Donc vers fin 90, ici a été créé la Cantine Studio, le studio Shokudo, avec des artistes tels que Tetsuya Nakamura, Daisuke Nakayama. C'est donc un collectif d'artistes qui présentent leurs œuvres, qui organisaient eux-mêmes les expositions à travers un esprit très DIY. L'interprète s'excuse, il y a des coupures de son qui l'empêchent de traduire. Il existe également une association, la Commande N, qui est née à cette époque. C'est une association à but non lucratif qui a organisé par soi-même des expositions pour répondre à ces contraintes budgétaires qui étaient donc bien présentes à cette époque, à la fin des années 90. Je poursuis dans les temps. En 1999, une exposition très intéressante a été organisée au musée d'art de Mito, qui a été, dont le commissaire était Kisaragi Noi, qui est critique d'art. C'est une exposition qui s'intitule le Ground Zero Japan, où a participé Takashi Murakami, Tadanori Yokoo également. Chez les plus jeunes, il y avait Motohiko Kotani, des artistes donc, qui allaient marquer la nouvelle génération d'artistes. Cette exposition Ground Zero Japan a donc été organisée en 1999. Et ce commissaire avait proposé et organisé d'autres expositions en se posant la question de ce qu'était l'art au Japon. Et vers les années 2000, ces questionnements se répandent dans le milieu de l'art japonais, la question de l'identité de l'art japonais. On parlait du modernisme jusque-là, du multiculturalisme, des grands récits. Et on apercevait des artistes qui tentaient de rester à l'extérieur de ces grands courants, de ces grands récits, de ne pas rentrer dans le moule qui leur était proposé. Et bien évidemment, il n'est pas possible de rester à l'extérieur de ces grands mouvements. En tout cas, ça a été un sujet qui a été débattu par la suite. En 1995, à l'époque du gouvernement Murayama, on a entendu des excuses publiques de la part de Murayama vis-à-vis de la colonisation, du régime colonial japonais. Et à partir de là est né un mouvement en réaction à ce gouvernement, un mouvement de réaction plutôt d'extrême droite, qui s'opposait donc à ces excuses publiques. Et pourtant, c'est à même cette époque que le Japon a poursuivi, voire renforcé ses relations culturelles avec les autres pays d'Asie, avec les créations notamment de la fondation japonaise Asia Center ou le musée des arts asiatiques de Fukuoka. Face à ce contexte donc de cette époque au Japon, depuis la fin de la guerre froide, de plus, internationalement, le mythe du moderne n'était plus valable. À Genève, des manifestations ont lieu contre la mondialisation, suivent les attentats du 11 septembre. Donc, le monde de l'art s'intéresse de plus en plus aux écarts de richesse, à la guerre culturelle, etc. Or, le milieu de l'art japonais ne s'est pas intéressé à ces sujets qui étaient communs à l'international. Et finalement, ce qui a reconnecté le milieu de l'art japonais avec ce mouvement international, ça a été l'organisation de nouveaux festivals artistiques japonais, la triennale de Echigo Tsumari par exemple. Ce sont des occasions pour les artistes qui étaient d'exposer en dehors des musées, des galeries, donc à travers ces festivals et ces triennales qui ont été organisés dès 2000.
Enfin, si je poursuis sur les années 2000, le musée d'art de Mori a ouvert, la Bancarte également a été lancée, le musée d'art contemporain du XXIe siècle de Kanazawa, tous ces bâtiments, tous ces lieux ont ouvert au début des années 2000. Et ensuite, Monsieur Ozaki a lancé son magazine Art It, un magazine artistique dans une version bilingue, japonais-anglais, ce qui est totalement nouveau. Voilà, je m'arrête à cette époque. Je n'ai pas pu connecter ma présentation jusqu'à la génération flottante, mais je compte sur Ozaki pour la suite. Merci, Monsieur Sumitomo. Je me nomme Tetsuya Ozaki et je remercie Cléria de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce thème. Je vais donc prendre la suite de Monsieur Sumitomo et parler surtout de ce qui s'est passé depuis l'an 2000 à propos de la génération flottante. Comme M. Sumitomo vient de le dire, en 2003, j'ai créé un magazine qui s'intitule Art It. On ne peut pas transmettre les diapos. C'est un magazine trimestriel bilingue anglais-japonais. Donc 4 numéros par an et j'ai été rédacteur en chef de ce magazine pendant 6 ans. Et nous avons couvert l'art contemporain du Japon et de la région de l'Asie-Pacifique. En 2003, comme M. Sumitomo vient de dire, Mori Art Museum s'est ouvert à Tokyo. Et bien sûr, la bulle des années 1980 avait éclaté et c'était plutôt les marchés de BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui intéressaient le marché des œuvres d'art. Cependant, Murakami Takashi avait remporté un grand succès et puis il y avait encore des effervescences sur le marché qu'on pouvait observer. Et puis ensuite, 21st Century Museum of Contemporary Art à Kanazawa ou the National Art Center à Tokyo se sont ouvertes et des festivals d'art ont été organisés. Cependant, la société japonaise était en déclin depuis 1990 suite à l'éclatement de la bulle économique. Et on parlait de l'âge glaciaire pour les jeunes diplômés qui cherchent un emploi. Le grand tremblement de Kobe en 1995, l'attentat au gaz salin de la secte Homme et d'autres problèmes comme le vieillissement de la population et la dénatalité. Et compte tenu de la récession économique, le nombre annuel de personnes suicidées est dépassé 30 000. J'en ai parlé dans mon magazine également d'ailleurs. Et à l'étranger également, il y avait des attentats, des catastrophes, des épidémies. Donc, les sujets d'inquiétude étaient nombreux à cette époque. En 2007, Madame Matsui Midori, une critique d'art, a organisé en tant que commissaire d'exposition l'exposition intitulée Micropops, l'ère de Micropops, une porte vers l'été. Et à l'instar de Jean-François Lyotard, on a posé lors de cette exposition que les grands récits ont perdu leur autorité
Le micropops désignait une approche, l'approche de ceux qui inventent un esthétique ou un code de conduite, sans s'appuyer sur une idéologie ou théorie établie, en réorganisant des fragments provenant de divers processus de communication. Et donc, c'est un concept qui pouvait s'appliquer au manga, à la musique, à la danse, à la mode, et peut-être qui préfigurait également le boom de kawaii. Et en 2008, j'ai édité un numéro spécial intitulé La génération flottante, qui était donc conçu comme une exposition dans un magazine. C'est l'époque 2008, donc, où nous avons connu la crise économique, Lehman Shock. Et avec Madame Nakahara, nous avons sélectionné 15 artistes. Ils étaient tous nés dans les années 1970, donc ils avaient une trentaine d'années à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais publié quelque temps avant un numéro spécial sur l'image. C'est que à l'époque, les artistes travaillaient surtout sur 4 thèmes. C'est que après le 11 septembre 2001, on a vu des images des personnes qui se jetaient de la fenêtre de cette tour en flammes. Et les artistes choisissaient très souvent des thèmes comme blanc, la couleur blanche, ombre, flottement ou chute. Donc le mot flottement marquait beaucoup, surtout les artistes japonais nés dans les années 70. Et d'ailleurs, le docteur Tamaki Saito, un psychiatre, a écrit dans un article que cette génération se dissociait de la réalité. Alors, cette exposition dans le magazine était composée de 4 galeries, tous intitulés d'après le titre des chansons, Over the Rainbow, It's a Small World, The Fool on the Hill, et la 4e galerie, Parallel Universe. Ce sont des titres très connus au Japon, et nous avons réuni sous chaque titre des œuvres qui avaient trait. Donc, première galerie, des choses très colorées. Deuxième, des œuvres personnelles. Troisième, des œuvres humoristiques. Et quatrième, des œuvres qui racontent quelque chose. En 2009, donc l'année suivante, Haruki Murakami a publié un roman qui est devenu un best-seller mondial, un Q84. Dans le monde cinématographique, Koreeda a réalisé La poupée d'air. Et ces 2 œuvres représentent aussi cette idée de dissociation de réel. Et ce n'est pas seulement donc dans l'art, dans les beaux-arts, mais également dans le monde des romans, de mangas, de cinéma, de théâtre, qu'on pouvait remarquer à cette période des thèmes flottants,
ceux qui cherchent à regarder autre côté de l'arc-en-ciel, qui s'enferme dans son monde, qui devient un idiot solitaire sur une colline et qui rêve d'un monde parallèle. Or, en 2011, le grand tremblement de terre a frappé la région nord-est du Japon et l'accident nucléaire de Fukushima s'en suivit. Tout cela a apporté une grande rupture dans le travail des artistes. Ceux qui étaient très introvertis sont devenus extravertis, c'est-à-dire ils s'intéressaient de plus en plus au thème social. Je vais vous montrer des photos. Je voudrais montrer la photo de Tim Pom. C'est un collectif qui s'appelle Tim Pom. Après l'accident, l'explosion de la centrale de Fukushima au mois de mars 2011, ils sont allés sur place pour manifester contre le nucléaire. Donc avec ce drapeau anti-nucléaire, et ils sont filmés donc. Un autre exemple, une cinéaste, Yamagi Chikako, née à Okinawa, choisissait le thème sur cette région, un archipel au sud du Japon, où la présence militaire américaine est toujours très forte. Donc, ce sont des îles qui occupent une position géopolitique très importante pour le Japon, pour les pouvoirs. Mais ce sont des îles, les habitants des îles ont été malmenés par des pouvoirs de l'État. Il y a également une île coréenne, appelée Jeju, également, qui connaissent une situation similaire. Donc, la cinéaste Yamagi Chikako crée des œuvres cinématographiques sur ce thème. Et en 2012, connaît l'avènement du gouvernement, le deuxième gouvernement de Abe Shinzo, un premier ministre qui représente la faction de droite populiste du parti au pouvoir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on observe des interventions des pouvoirs pour censurer certaines expositions. Ici, l'œuvre de Koizumi Meilo. Il a utilisé un logiciel de retouche d'image pour faire disparaître les membres de la famille impériale. C'est une photo officielle prise tous les ans au Nouvel An avec les membres de la famille sociale. Or, il a supprimé tous les personnages et cette photo s'intitule l'ère numéro 1. Or, au Japon, critiquer la famille impériale est très, très mal vu.
Et puis le mot l'air signifie l'ambiance aussi, en japonais. Et cette photo a été censurée lors d'une exposition. Et puis, en 2019, lors de Haïti Triennale, il y a une exposition, dans l'exposition intitulée « Après liberté d'expression », a été organisée et il a été exposée une statue, la statue de la paix, qui a été également qualifiée de statue de la femme de réconfort par des personnes de l'extrême droite. Voici la statue. Et il y a eu une polémique initiée par l'extrême droite sur Internet et la polémique s'est enflammée. Et l'exposition de cette statue a été suspendue suite à cela. Et l'Agence de la culture a même décidé de supprimer la subvention qui était prévue pour cette exposition. Finalement, elle a été octroyée pour un montant réduit. Mais je considère que c'était le premier événement, enfin, le premier scandale important dans l'histoire d'art au Japon. Cette exposition, le commissaire, ou plutôt, pardon, le directeur artistique de cette exposition était un journaliste, M. Tsuda Taisuke. Il a été très critiqué pour avoir accepté la nomination sans qualification parce qu'il n'était pas un artiste. C'était surtout ceux de l'extrême droite qui le critiquaient. Cependant, il a introduit des choses intéressantes lors de cette exposition, par exemple, à la parité des participants, hommes et femmes. Et d'ailleurs, cet événement a montré a dévoilé la mauvaise foi et ignorance des politiciens et des activistes de l'extrême droite vis-à-vis des œuvres artistiques. Et je pense que M. Tsuda a eu le mérite d'avoir provoqué cela. Voici une œuvre de Takamine. Le fond d'une piscine d'un lycée désaffecté a été découpé et dressé comme une monolithe. Je crois que cette œuvre a 12 mètres de hauteur. Et ça fait penser au voyage spatial 2001. Et puis c'est à l'époque où le président Trump parlait de dresser un mur entre le Mexique et les États-Unis. Donc c'est un monolithe qui évoque des murs sur les différents terrains, mais également le mur dans le cœur des hommes. Je pense que le pouvoir néopopuliste a des relations avec les censures, mais je pense que cela a provoqué également le fait que les artistes commencent à se faire entendre. Parce que l'attitude du gouvernement a des incidences sur le monde artistique et avec les relations internationales du gouvernement japonais dans le domaine artistique.
Le Japon privilégiait des relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est, mais cela était plus restreint depuis l'avènement du gouvernement Abe. Et suite au scandale de Haïti triennal, des artistes se sont regroupés pour former des groupes d'entraide. Et puis, il y a d'autres artistes qui traitent des sujets comme le sida. L'année dernière, j'ai publié un livre intitulé « Pour ne pas tuer l'art » et avec sous-titre « Politique de terreur douce de la liberté d'expression ». Politique douce de terreur ou je pense qu'on peut parler de biopower à l'instar de Michel Foucault. Et je pense que face à ces oppositions, les artistes et les supporters des artistes commencent à s'exprimer justement et ils commencent à extérioriser leur énergie pour le combat pour sauver l'art et la culture. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Sumitomo, Monsieur Ozaki, pour ce challenge de parcours de cette Air Heisei, qui voit donc un passage d'une déréalisation d'un rapport un peu distancé au monde à un engagement politique, voire qui va presque jusqu'à un décrochage avec le monde politique et des phénomènes de censure qui apparaissent. Alors on a avec nous à Paris 2 représentants de cette génération flottante, 2 artistes qui vivent à Paris mais qui sont aussi exposés bien sûr partout ailleurs. Hanako Murakami va continuer sur cette très nouvelle génération engagée et va nous parler de son positionnement par rapport à cette génération flottante. Merci beaucoup. Bonjour. Merci Clélia pour la présentation. Au début, j'étais assez surprise d'avoir été invitée ici, mais je suis très honorée de faire cette présentation. Donc, je suis artiste, je suis basée à Paris depuis 10 ans. Et pour le terme Floating Generation, j'avoue que je ne le connaissais pas jusqu'à ce que M. Ozaki m'envoie son article pour cette occasion. Et l'année 2008, ça correspond quand j'étais étudiante en master à l'Université d'art de Tokyo et je commençais à aller dans des expos d'art contemporain. Les artistes mentionnés dans la Floating Generation sont peut-être 10 ou 15 ans plus âgés que moi. Et quand je vois le tableau chronologique de M. Ozaki et M. Sumitomo, j'ai le sentiment un peu bizarre de voir les choses que j'ai vues qui sont déjà historicisées. Et on m'a dit de me présenter brièvement, alors j'ai choisi certaines images de mes œuvres dont, alors je voulais montrer celle-ci qui me semble particulièrement flottante. Et il y avait un malentendu. Je voulais vous montrer une vidéo. Imaginez que c'est une vidéo et que les montagnes grises derrière sont très ondulées. Et donc, ça, c'est une installation que j'ai produite à l'occasion de la commande nationale du CNAP Image 3.0. Et dans l'installation, quand vous êtes face à l'écran, il y a une caméra qui détecte votre regard. Et là où vous regardez, ça commence à brûler. Donc, faut imaginer que voilà, ça ondule.
et dès que vous regardez l'écran, enfin vous regardez au milieu et le milieu commence à brûler. Et effectivement, enfin ces caméras-là, enfin c'est souvent utilisé pour les amateurs de jeux vidéo. Et enfin voilà, donc j'ai utilisé ça. Et enfin ça brûle avec une précision assez considérable. Et j'ai fait ça parce que, il semble qu'on croyait à l'époque des Grecs, de Platon, on croyait que le regard était vraiment un faisceau lumineux qui brûle l'autre. Et cette idée est restée profondément enracinée dans notre imaginaire collectif, comme dans les petits monstres de Pokémon, ou en passant par des X-Men ou Superman, ou de très nombreux monstres dans Godzilla. Et aussi, il y a le fait que quand quelqu'un vous regarde, on sent le poids du regard. Et même si on sait que scientifiquement, c'est plutôt le contraire, ici, on peut brûler une montagne avec nos yeux. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que c'est littéralement notre regard qui fait l'image. Et là, après... Et là... Enfin, depuis environ 1 an, comme tout le monde, j'ai eu des expositions qui ont disparu, sinon reportées. Mais il y en a d'autres qui sont apparues. Et ça, c'était des expositions en ligne. Peut-être que vous le connaissez très bien. Et ça, c'était... Là, pareil, je voulais faire une vidéo, mais vous pouvez très bien aller sur le site de la Japan Foundation de New York qui m'a fait, avec qui on a fait une série d'expositions et notamment des événements directs en ligne. Et là, c'était un travail que j'ai réalisé pendant le confinement à tremper du papier photographique, sinon des plaques photographiques inutilisées, qui ont environ 100 ans, qui n'ont jamais des boîtes qui n'ont jamais été ouvertes, mais je les ai ouvertes pour les tremper dans une solution de développement que j'ai suivi les recettes d'époque. Et quand je les trempe, oui, c'est vraiment dommage que c'est pas animé, désolé. Vous irez sur le site, c'est une vidéo YouTube. Hein, et là, quand on trempe vraiment dans ce liquide, on voit des paysages qui apparaissent. Enfin, là, ça peut être une montagne. Et tout ça, ça me faisait penser à des paysages imaginaires auxquels on ne pouvait accéder pendant les restrictions sanitaires. Et là, c'est un peu la suite. Oui, là, c'est vraiment dommage, mais là, imaginez, je fais appel à votre imagination, que là, c'est des plaques photographiques ce sont des très vieilles plaques sur lesquelles il y a des paysages que j'ai fait faire apparaître dans ma salle de bain. Et là, je fais refléter le vrai soleil dans... le soleil dans mon jardin. Et donc, c'est un peu la rencontre avec le vrai paysage. Et donc ça, c'est pareil, c'est sur le site de la Japan Foundation. Tout le monde peut accéder. Et après, est-ce que j'y vais vite et après, ça, c'est aussi de la même série. Et
mais un autre site web que j'ai fait avec la galerie Takaishi et avec la vidéo que j'avais faite en filmant l'écran, c'est que j'ai fait des petits poèmes sur lesquels, quand on met les souris dessus, il y a des paysages qui apparaissent, disparaissent. J'ai essayé de faire quelque chose, une vraie exposition en ligne. Et voilà. Enfin, qui était assez unique en son époque. Et voilà. Donc après, je vais parler de tout à fait autre chose, car j'aimerais parler des activités de Art for All, ou sinon les artistes enragés, quand je le dis à mes proches. Mais donc en dehors de ma pratique artistique, depuis le mois de mai dernier, je me suis lancée avec quelques collègues dans la mise en place d'une organisation d'entraide pour les artistes. Et au Japon, il n'y a pas de maison des artistes, il n'y a pas de ADAGP, il n'y a pas de CNAP, ni de FRAC, ni de DRAC. Et donc, après le Covid, les artistes et aussi tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'art ont été fragilisés. Et donc, en juin dernier, l'année dernière, nous avons lancé une pétition auprès du gouvernement demandant une mesure d'urgence et nous avons recueilli 5000 signataires. Et après, nous avons commencé une campagne de sensibilisation auprès des artistes autour de tout ce qu'il y a comme droit d'artiste, c'est-à-dire le droit d'exercer son métier, le droit d'être rémunéré, le droit d'être assuré pour sa santé, le droit de ne pas subir de harcèlement, le droit de mobilité, enfin tout ce qui semble basique, car tout cela ne sont pas donnés. Et là, nous continuons d'envoyer directement nos opinions au gouvernement pour nous faire entendre. Et également, nous avons commencé une station de radio pour faire appel à la jeune génération. Et M. Ozaki, tout à l'heure, a évoqué la question de la censure à la Triennale d'Aichi. Et certains artistes dans ce mouvement-là sont aussi dans notre groupe, tout comme d'autres artistes, dont certains vivant à l'étranger comme moi. Et en tout cas, c'était un grand encouragement pour moi de voir que Art for All est désormais inscrite dans ce nouveau tableau chronologique par M. Ozaki et M. Sumitomo, ce qui me fait croire que toujours l'histoire reste à être écrite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hanako. Bravo. On va poursuivre avec une présentation de Monsieur Kawamata. Alors, il ne va pas parler de son travail dans sa continuité, puisqu'une conférence sera consacrée à la présentation du travail de M. Kawamata demain. Mais on va juste évoquer deux grands travaux, de grandes installations. Donc Under the Water, qui avait été installé à la galerie Kamel Menour, et puis aussi ces cabanes qui sont suspendues et flottantes un peu partout, comme là sur la place Vendôme. Et M. Kawamata va donc nous parler de sa position par rapport à cette génération flottante qui commence à se dessiner peut-être un peu. Bonjour, je me nomme Kawamata. Alors, je suis certainement le plus âgé de cette génération. Et on parlait de la date de 1980. Pour ma part, cela fait environ 40 ans que je suis artiste et que je crée en tant qu'artiste. Alors, bien évidemment, il y a un contexte historique au Japon particulier. J'ai suivi les mouvements artistiques au Japon. J'ai été aussi en partie engagée dans ces mouvements japonais.
Aujourd'hui encore, j'habite à Paris, mais il m'arrive plusieurs fois par an d'aller au Japon pour y travailler. Alors, pour dire très grossièrement, les artistes, je pense, n'ont pas besoin de connaître l'histoire de l'art, tout le contexte théorique, n'ont pas besoin de savoir où ils se situent, et je pense même que c'est préférable que les artistes n'en sachent rien. Donc, c'est une chronologie, une frise très intéressante. Certes, j'ai appris beaucoup de choses à travers cette frise chronologique. En même temps, quand j'ai commencé l'art au Japon dans les années 80, j'ai commencé à exposer à l'étranger et on m'a dit à l'époque que les artistes japonais étaient tous des kamikazes. Qu'en fait, c'était des artistes qui venaient en solitaire, qui fonçaient, qui allaient à l'étranger et qui tombaient ensuite. Ils ne savaient pas travailler en groupe. Ils n'étaient pas capables de créer des mouvements d'artistes. Et en fait, je continue à penser de la sorte. Et en ce sens, ce n'est pas parce que nous connaissons l'histoire de l'art, nous avons connaissance de l'histoire de l'art, que nous sommes capables ensuite d'utiliser ces connaissances dans sa création, dans ses œuvres d'art. Bien sûr, dans les années 80, 90, dans les années 2000, il s'est passé beaucoup de choses au Japon. Et beaucoup de choses qui se sont déroulées au Japon étaient en lien avec ce qui se passe à l'international. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont apparus, des expressions différentes sont nées. Et il y a un contexte particulier qui a fait que la culture japonaise a changé, l'économie japonaise a changé. Mais sur le principe, ce que je me dis, c'est qu'au Japon, il y a une façon de voir qui est propre aux Japonais, qui est que l'histoire ne s'accumule pas. Par exemple, lorsqu'on regarde l'Europe, on voit qu'à chaque époque, il y a eu l'époque romaine, grecque, tout ça s'est accumulé pour créer l'histoire. Et c'est ça qui a enrichi la culture et qui a fait évoluer la culture. Au Japon, on n'a pas cet aspect-là. Je ne sais pas si je peux l'affirmer de cette manière-là, si je peux me le permettre. Mais il y a des catastrophes naturelles, comme vous le savez. Il y a eu des tsunamis qui ont frappé le Japon. Mais à chaque fois que quelque chose s'accumule, finalement, la nature passe par là pour tout détruire sur son chemin. Donc, l'histoire disparaît en coulant. Un peu comme au Japon, on dit de tout faire couler à l'eau. Comme on dirait tourner la page. En fait, l'histoire s'étend sur le côté plutôt que de s'accumuler vers le haut. Il me semble qu'il y a une particularité au Japon qui est propre, qui est d'être défaitiste, qui est d'accepter la situation, où finalement on est obligé d'abandonner, de renoncer. On ne se dit pas que tout est lié à l'éternel. On ne croit pas en l'éternel. Il y a ce sentiment fort de renonciation chez chacun des Japonais. Donc ces ruptures, si je puis dire, donnent également naissance à de nouvelles choses. Donc finalement, le sens de la rupture, ce qu'il y avait avant la rupture, tout ça n'a pas tellement d'importance. Réfléchir à l'histoire, bien sûr, c'est important. Mais en tout cas, moi, je ne donne pas de sens particulier. Je ne pense pas qu'en tant qu'artiste, il faille donner de sens à cela. Finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde contemporain qui représente ce qu'est le Japon aujourd'hui. Bien sûr, c'est un pays qui est souvent frappé par des catastrophes naturelles. Il y a des séismes au quotidien. Donc, tout est en évolution. Qu'on le veuille ou non, finalement, les choses évoluent. Les lieux évoluent, les gens évoluent. La communication évolue également. Et tout cela fait que l'économie évolue. Et c'est dans tout ça que le Japon existe, avec son identité propre. Il y a comme ce statut qui est tout le temps flottant du Japon. Et je pense que donc cet aspect de la catastrophe naturelle, des catastrophes naturelles, est très très important au Japon. Et je pense que cela évolue aussi la conception du temps dans ce pays. En fait, on ne peut pas penser à long terme.
on pourrait se penser, réfléchir à ce qui se passe dans 100 ans, 200 ans. Mais en fait, je pense qu'au Japon, les gens ne se posent pas cette question. Ils ne se demandent pas de ce que sera ce pays dans 100 ans, 200 ans. On voit les choses vraiment à court terme. Alors, on parle de durabilité et autres. Mais je pense que les Japonais, par rapport à leur contexte géographique, ne pouvaient vivre que de cette manière-là. Et en réaction à ce que j'ai entendu jusque-là, puisque je suis le dernier à intervenir, on a revu l'histoire des années 80 jusqu'à 2010. Et je pense qu'il y a eu un changement important à prendre en compte, c'est l'environnement. Et je pense que c'est un élément important aux yeux des Japonais. Dans les années 80, il y a eu différents lieux de performance artistique, de création artistique. Et à l'époque, 80%, 90% de ces œuvres d'art étaient critiquées. Parce qu'on disait, voilà, on ne comprend pas ce que vous faites, pourquoi vous faites ça. Donc on était sans cesse en train de subir des critiques. Alors que ces derniers temps, je dirais que cet environnement a changé et on reçoit un peu moins de critiques aussi vives. Je ne dis pas que les contraintes sont moindres, mais je dirais que le regard du public est différent. Je pense que tout cela est dû aux médias. Les médias ont commencé à comprendre l'art contemporain et je dirais presque que c'est à la mode en ce moment. Alors, je ne dis pas ça de manière positive. Au contraire, je suis très critique vis-à-vis de cette évolution. Les médias se disent, tiens, l'art est utilisable. Ils commencent à se dire qu'ils peuvent en faire quelque chose. Dentsu, qui est la plus grosse marque de communication, de relations, a commencé à vouloir commercialiser, à faire des recherches dans les années 80 dans le domaine artistique pour gagner de l'argent avec. Et moi-même, j'étais contactée par ce groupe. Mais à l'époque, c'était encore quelque chose de très futuriste. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tout ce qu'avait Dentsu en tête, c'est-à-dire faire de l'art un commerce, c'est en train d'arriver. Je pense que toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour en faire un commerce. Donc depuis les années 2000, on a entendu parler des projets artistiques qui étaient en lien avec les communautés, avec les régions. En effet, ça s'est développé. Mais je pense que tous ces mouvements ont modifié le regard que porte le public sur l'art. Un peu comme lorsqu'on regarde un magazine de mode, on peut entendre parler de l'île de Naoshima, de la triennale de Naoshima, dans les magazines de mode, donc je vous disais. Et ce sont finalement on pourrait dire que l'art est devenu une mode, ce qui était quelque chose de totalement inimaginable au Japon des années 80-90. Donc tout ça pour vous dire que l'art contemporain au Japon est très apprécié par les médias, ce qui fait que le public, alors je ne dirais pas qu'il comprend l'art, mais du moins il accepte l'art contemporain au sein d'un certain style de vie. Il accepte l'existence de l'art contemporain. Donc, entre 80 et 2000, je dirais que vraiment, c'est le regard du public qui a changé. Et du coup, notre attitude vis-à-vis du public a également changé. Car les artistes commencent à travailler en réaction à ce regard. On parlait de la triennale de Aichi tout à l'heure, où il y a eu ce scandale. Mais finalement, les artistes, maintenant, il y a un cliché dans lequel l'artiste provoque pour créer des scandales. Je pense que les Français connaissent très bien, mais on dirait que finalement l'art n'existe plus que dans ce cliché. On fait de l'art en s'attendant à une réaction. Et est-ce qu'on trouve ça intéressant ou pas? C'est là où se pose la question. Alors, il y a eu cette exposition qui était très cliché, l'après-liberté d'expression. Je trouve que ce titre de l'exposition est déjà très cliché. Et en ce sens, les médias japonais, aujourd'hui, sont en train de... Comment est-ce que je pourrais dire? Déformer, tordre le monde artistique. Et je perçois ici vraiment un danger.
Parce que finalement, on crée une image artificielle de l'art contemporain. À force de répéter ce qu'est l'art contemporain, on commence à avoir l'impression de connaître l'art contemporain. Depuis 2000, c'est vrai qu'il y a des festivals d'art qui sont nés dans les régions, dans les villes au Japon. J'ai été invitée souvent aussi. Il y a des grands-mères dans des villages, dans les fins fonds de villages, qui nous parlent d'art contemporain. Et en fait, elles ne font que répéter ce qu'elles ont lu, ce qu'elles ont entendu. Et là, finalement, c'est comme s'il y a un tourisme artistique qui a été créé. C'est tout l'impact néfaste d'un tel tourisme. Donc, je pense qu'il y a le problème qui se pose du côté des organisateurs de ces festivals et du côté des artistes qui participent. Finalement, il y a cette création artificielle de l'art contemporain dans toutes les régions, dans toutes les villes, et c'est la situation actuelle au Japon. Alors oui, on parle de générations flottantes, de nouvelles générations qui apparaissent, mais plus que tout, c'est, à mon avis, là où il faut donner, il faut apporter un regard prudent, c'est l'attitude des médias, le regard que porte le public sur les médias et sur l'art. C'est là où se trouve un réel problème au Japon aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que les artistes réagissent d'une manière différente. Est-ce qu'ils sont plus introvertis, plus extravertis? Est-ce qu'ils veulent plus aller à l'étranger pour autant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la situation actuelle au Japon, à mon avis, est très dangereuse. Alors, comment est-ce qu'elle est dangereuse? Eh bien, je dirais qu'au Japon, la subculture, la sous-culture est très présente. Et il y a un rapport très simple, je dirais facile, à créer, établir entre la sous-culture et les médias. Et donc, il y a un art contemporain qui a été dilué par les médias qui est en train de se développer. Alors, je ne suis pas en train de critiquer l'état de l'art contemporain au Japon, mais je suis juste en train de dire qu'il y a quelque chose de très dilué, avec très peu de profondeur, finalement. Est-ce que c'est bien ou non? Je ne pourrais pas vous dire. Moi aussi, finalement, je me retrouve dans ce monde-là. Donc, je n'ai pas de regard externe, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de saturation qui va se créer. Est-ce que cette saturation va créer quelque chose de nouveau? Qui sait? Mais en tout cas, cette condition, je la contemple et je la constate. Quelle que soit la génération qui apparaît, quels que soient les noms qu'on y donne, personnellement, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que lorsqu'on regarde la situation des japonaises, le rapport entre les médias et l'art contemporain, qu'on regarde le regard porté par le public, la réflexion que porte le public sur l'art contemporain, pour moi, il y a un problème, un réel problème. Donc voilà, moi j'aimerais ici dire que l'histoire n'a pas d'importance. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça dans un tel festival de l'histoire de l'art. Voilà, mais je vous remercie de votre écoute. Oui, on va peut-être... Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour on n'a pas de temps? Oui, un petit peu, parce que... 5 minutes? Donc moi, j'aimerais peut-être donner la parole à nos amis à la Villa Kujoyama, puisque Monsieur Kawamata donc, a insisté sur les dangers d'une médiatisation en temps réel de l'art. Peut-être ils veulent apporter quelques mots de conclusion, puisqu'il nous reste effectivement pas beaucoup de temps. Mais est-ce qu'on a perdu la Villa Kujoyama? Oui, il y a eu cette question du public qui a été évoquée par M. Kawamata, avec un art contemporain qui est dilué et qui se développe sous cette forme, et je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et face à cela, monsieur, dans sa provocation peut-être, a estimé que l'histoire de l'art n'était pas nécessaire. Monsieur Ozaki a évoqué donc son concept de la génération flottante qui a été suggéré il y a plus de 10 ans par Monsieur Ozaki lui-même. Et je pense qu'il y a plusieurs artistes comme Chikako Yamashiro ou Koizumi qui sont apparus avec des organisations nouvelles comme Art for All que vous a présenté Madame Murakami. Ce sont des groupes, des artistes qui ont envie d'être en communication, qui sont extravertis dans le sens où ils sont en contact avec l'extérieur.
La génération flottante était plutôt introvertie, d'après M. Ozaki. Mais là, il y a des artistes qui sont beaucoup plus extravertis, qui bougent vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que ça m'intrigue beaucoup. Je pense qu'il y a des choses qui se suivent naturellement et d'autres qui sont nouvelles. Quand vous dites, M. Kawamata parle de cet art contemporain dilué, je pense qu'il y a un point commun à aller chercher dans tout ça. Et cet art contemporain qui a été dilué, voilà, je pense qu'on pourrait chercher des éléments qui nous permettraient de mieux comprendre ce qu'on appelle, pourquoi cet art nous semble si dilué aujourd'hui. Et M. Kawamata, je pense à... Bon, finalement, en tant que génération, il n'y a pas tellement d'écart, mais sans faire de distinction aussi simpliste que intériorisée et extériorisée, c'est vrai qu'il y a une analyse qui est certainement intéressante à faire sur ce sujet et j'ai hâte d'entendre plus de choses là-dessus. Oui, l'analyse qu'a faite M. Kawamata, j'en suis absolument d'accord, mais je suis moi-même journaliste. Je donne également des cours dans une école d'art, dans une école à Kyoto, donc je suis enseignant. Et de ce point de vue, ce que je peux vous dire, c'est que oui, les médias et l'enseignement n'a pas su faire son travail. Le monde de l'art ne s'est pas demandé comment et pourquoi existait l'art contemporain au Japon. On n'a pas su débattre de ce sujet. Pourtant, ce sont des débats qui ont eu lieu dans chacun des pays. Au Japon, on ne s'est pas lancé dans ce débat. Et j'aimerais même demander à M. Kawamata de revenir au Japon et de donner des cours au Japon. Il y a une génération flottante, mais il y a aussi une génération qui n'est pas du tout flottante, qui est complètement extravertie, qui regarde vers l'extérieur, avec une génération d'artistes qui a absolument les pieds sur terre. Et si vous pouvez leur dire, voilà, qu'est-ce que l'art en vrai, qu'est-ce qu'il se doit d'être, je pense que ça leur marquera vraiment les esprits. Merci beaucoup, Monsieur Sumitomo, Monsieur Ozaki. Donc, génération flottante ou génération diluée, peut-être Murakami-san peut trancher. Non, je ne sais pas, c'était intéressant d'entendre Monsieur Kawamata. Kawamata-san, je m'excuse. Oui, c'est vrai que quand Kawamata-san dit que pour les artistes, on n'a pas besoin d'histoire de l'art, pour moi, ça me fait penser à que, je ne sais plus qui avait dit ça, mais la relation entre l'histoire de l'art et les artistes, c'est un peu comme entre les ornithologues et les oiseaux. Et que donc les oiseaux sont observés et après ils sont décrits. Mais et forcément les oiseaux, ils s'en fichent un peu de comment ils sont décrits et historicisés. Donc du coup, je pense que c'est un peu normal que de point de vue d'artiste, de se dire que, oui, nous on s'en fout, comment on décrit nos plumes, comment on vole, comment on vit, et qu'on nous observe, etc. Et peu importe, on fait notre vie. Mais en même temps, peut-être que la différence, c'est que entre les artistes et les oiseaux, c'est que, il y a certains oiseaux qui s'en fichent des ornithologues et qu'il y a d'autres oiseaux qui les observent de retour. Qui observent les ornithologues, qui les trouvent bizarres. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants de cette table ronde. On était heureux de voir un public, on était heureux d'être en direct avec la Villa Kujoyama. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui.